Bienvenue à vous dans cette bibliothèque de Security Book. Il y en a des livres et on vous en a fait découvrir. Aujourd'hui encore, on va vous faire découvrir, en tous les cas, je vais vous faire découvrir un livre où j'ai pris énormément de plaisir à lire. Ça s'appelle Une histoire mondiale de l'espionnage. C'est aux éditions Nouveau Monde, en partenariat d'ailleurs avec le ministère des Armées. Et on va recevoir Sébastien-Yves Laurent. Bienvenue. Bonjour Jérôme. Yves. J'ai dit que j'avais pris un plaisir énorme à lire ce livre, au-delà de ma passion personnelle, peut-être un peu pour l'histoire, mais parce que c'est un ouvrage, au-delà de sa densité, qui est d'une richesse absolue. Et je crois qu'il y a une chose qui lui est particulière aussi, c'est que c'est le premier ouvrage en français dédié spécifiquement à cette thématique-là. Oui, effectivement. Et là, c'était un projet très ambitieux parce que c'est un ouvrage qui ne s'appuie que sur des travaux universitaires. Il y a beaucoup de recherches sur l'enjeu du renseignement et de l'espionnage. Et en même temps, il fallait aussi se lancer dans une histoire qui ne soit pas dépendante du regard américain. Parce que tous les travaux qui existent, tous les ouvrages sérieux sont des ouvrages plutôt présentés avec une perspective américaine ou britannique. Et donc, c'est le premier travail universitaire, fondé sur des travaux universitaires, qui couvre une si grande durée, avec une écriture en français, même si j'ai un co-auteur qui est canadien et britannique. Oui, alors, vous dites une si grande durée parce que je prends la première phrase. La première phrase, c'est dans l'introduction. Et vous dites « Le renseignement est-il militaire, diplomatique ou policier ?» Et vous citez également cette phrase de Balthazar Gracian dans L'homme de cour, c'était en 1647, « La vie se passe presque toute à s'informer ». Ça veut dire qu'en fait, dans ce livre-là, après on va rentrer dans le détail, ne vous inquiétez pas, dans ce livre-là, vous balayez non pas les 20 dernières années, les 40 dernières années, mais c'est quasiment toute l'histoire de l'humanité. Oui, alors c'est très ambitieux et à le dire comme ça, on peut être un peu surpris. Est-ce que c'est possible d'évoquer ça en 350 pages? Oui, et c'est un travail qui nous a conduit à travailler, à écrire pendant une quinzaine d'années. C'est un ouvrage qui est le résultat de 15 années de travail, avec une très grande ambition. Permettre au lecteur de saisir, en quelques heures de lecture, un panorama global de ce qu'a été le renseignement dans l'histoire des sociétés humaines et des organisations politiques. Et nous sommes contents déjà de l'avoir mené à bien. On espère qu'il plaira au lecteur. Je vous l'ai dit, c'était passionnant, c'est écrit par des passionnés, notamment Sébastien-Yves Laurent, notre invité. Alors, si on bascule maintenant, on va dire, sur la société moderne, quels sont les trois grands tournants pour vous, historiques, qui ont pu façonner le renseignement moderne ? Alors, il faut d'abord s'expliquer, Jérôme, sur la notion de modernité du renseignement. C'est la grande thèse du livre. L'ouvrage s'appelle « L'essor du renseignement moderne ». C'est le sous-titre, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que ce renseignement moderne? C'est finalement une question très importante. Alors, nous donnons une définition très claire. Pour nous, le renseignement moderne, c'est l'évolution que connaît le renseignement à partir du milieu du 19e siècle, en Occident, à l'Ouest, lorsque finalement les États acceptent de se doter de structures permanentes de renseignement en temps de paix. On pourrait développer, on développe dans l'ouvrage, mais c'est le point central. Ça, c'est le renseignement moderne, et c'est une nouveauté radicale parce qu'auparavant, depuis donc les temps les plus anciens, couverts par le livre, le renseignement était une série de pratiques discontinues, pas toujours vraiment permanentes, les États, en se structurant, en évoluant dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en temps de paix, décident de créer des structures de renseignement policières et militaires qui sont permanentes, situées au plus près du pouvoir exécutif. Donc ça nous paraît être peut-être le point le plus important. Et une autre caractéristique qu'il faut souligner, c'est qu'auparavant, on peut parler de pratiques de renseignement, et c'est aussi un point très important, c'est-à-dire que dès qu'il y a un groupe humain, même si ce groupe n'a pas une structuration politique trop forte, des États, des cités, on trouve toujours des pratiques de renseignement, souvent improvisées, souvent aussi discontinues. Donc, si vous voulez, les grandes étapes, pour être au plus clair sur votre question, c'est d'abord l'ancienneté des pratiques de renseignement dans tout type de société, pas seulement les sociétés occidentales. Ensuite, l'apparition au XIXe siècle de ce renseignement moderne. Et puis, la troisième grande étape, qui est l'autre thèse du livre, c'est que
au XIXe siècle, les organes de renseignement, ce qu'on appelle aujourd'hui les agences de renseignement, entrent dans une progressive dépendance à la technologie. Donc nous affirmons deux thèses très fortes, le renseignement moderne du XIXe siècle et la progressive dépendance à la technologie pour le renseignement. Alors, ça m'intéresse ça parce que du coup, ce livre, il permet aussi de déconstruire certains mythes. Et notamment, là, vous venez de l'évoquer, celui que, en fait, le renseignement serait né. Non, on a toujours eu du renseignement, sauf qu'après, il s'est structuré. Et même, vous avez dit quelque chose de très important, que l'on retrouve dans ce livre, même en temps de paix. Et je dirais presque, c'était plus en temps de paix, finalement, à vous lire, que le renseignement était quasiment, alors on va mettre les guerres de côté, hein, mais était à son maximum. C'est exactement ce que nous essayons de dire dans l'ouvrage. Et en fait, on veut dire aussi, et ça renvoie à ce que vous disiez sur le mythe, le renseignement, c'est finalement très banal. On voit le renseignement comme quelque chose d'exceptionnel à cause des figures de James Bond ou d'OSS 117 dans des registres différents. Il y a une exceptionnalité du renseignement lorsque les organes de renseignement procèdent à du repérage pour éliminer des cibles dangereuses pour les intérêts d'un État. Et éliminer, je veux dire les tuer, faire ce qu'on appelle des exécutions extrajudiciaires. Ça, c'est absolument exceptionnel. Mais le reste du temps, le renseignement est tout à fait banal. Le renseignement est banal parce que c'est comme ça que nous le définissons. C'est tout simplement, en quelques mots, une pratique de l'information. Le renseignement n'est rien d'autre qu'une pratique de l'information. Alors, autour des pratiques de l'information, d'autres activités se sont progressivement greffées. Mais depuis les origines, dans les sociétés antiques, le renseignement, qui n'existait pas sous la forme de renseignement, n'était rien d'autre qu'une pratique d'information pour garantir le pouvoir, pour voir quelles étaient les coteries adverses et les dangers politiques pour un souverain. Tout ceci relevait du renseignement. Donc le renseignement, c'est lié profondément aux sociétés, y compris les sociétés les plus anciennes. Et ensuite, il y a tout ce développement historique que j'ai essayé de caractériser avec mon co-auteur dans cet ouvrage. Alors dans ce livre, je le rappelle, L'essor du renseignement moderne, une histoire mondiale de l'espionnage, édition Nouveau Monde avec participation du ministère des Armées, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies et autres plateformes si vous faites commande, mais en tous les cas, dans toutes les librairies, vous pourrez trouver ce livre. Et honnêtement, dedans, on y trouve aussi beaucoup d'anecdotes qui peuvent nous permettre de bien et de mieux comprendre. Juste, si on est maintenant, est-ce que les nouvelles technologies actuelles, allez, on va dire la data. Est-ce que ça a supplanté le renseignement humain au sens où vous et moi, nous échangeons ? Moi, je vous donne une information, vous avez votre information. Vous dites souvent, il y a plusieurs schémas à l'intérieur où on comprend mieux que c'est collecter, analyser, diffuser. Je collecte l'information, je l'analyse, donc je la corrobore ou pas, et je la diffuse. Bon. Est-ce que la data a supplanté l'humain ? Ça, Jérôme, c'est la grande question de l'ouvrage, et nous l'abordons dans les chapitres qui couvrent le XXe siècle. La grande question, c'est la question de l'équilibre ou du déséquilibre entre le renseignement humain et le renseignement technique, donc la data. Alors, pour répondre vraiment précisément à votre question, il faudrait pouvoir quantifier cela. Et peut-être que les patrons des services, eux, ont la possibilité de quantifier ça. Quand on travaille sur source ouverte, comme nous l'avons fait dans cet ouvrage, cela nous est impossible. Donc on est contraint pour faire cela à regarder des documents, notamment tous les documents d'expertise parlementaire. C'est un ouvrage qui porte sur le renseignement mondial. Et dans les démocraties, il y a des commissions parlementaires qui produisent une expertise en interrogeant les services, les chefs de service, etc. Et ça existe en France, par exemple, depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est très précieux. Depuis les États-Unis, ça fait 50 ans. Et donc, on a quand même un matériau pour faire ce livre sur ce point très important, l'équilibre entre renseignement et renseignement technique, qui est de valeur et qui nous permet de répondre à la question. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un déséquilibre croissant au profit du renseignement technique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le renseignement, et votre terme est le bon, de data, c'est-à-dire de data numérique, c'est tout support d'information est numérique. Et il arrive dans les services sous forme de ce qu'on appelle d'informations structurées, c'est-à-dire sous forme précisément de ce qui n'est pas un texte, de ce qui n'est pas une image, mais ce qui est du signal. Bon. Et ce que l'on constate dans l'ensemble des pays, c'est que la part de ce renseignement technique, de ce renseignement de data, est hyper dominant. Alors, le point qui va avec, c'est que ce renseignement est aussi lié au fait que les organes de renseignement collectent un renseignement qui est ouvert. Et l'essentiel du renseignement ouvert est un renseignement de data.
Autrement dit, pour répondre clairement à votre question, le renseignement technique aujourd'hui est très dominant, il y a un déséquilibre, la part du renseignement humain est moins importante. Ce que nous montrons au travers d'un certain nombre d'exemples, c'est que néanmoins le renseignement humain demeure très important pour aller chercher les sources de haut niveau. Parce que finalement, depuis la guerre froide, on évoque plusieurs témoignages. Exact. En un temps où le numérique n'existait pas, ou en tout cas il était minoritaire, eh bien, en un temps où l'information était analogique, pour être clair, eh bien, le renseignement ouvert, c'était déjà 80% du renseignement produit par les services de renseignement. Donc, les services de renseignement ont pour tâche d'informer le pouvoir politique avec du bon renseignement, et souvent cela repose non pas sur un brassage de beaucoup de data, mais sur un brassage de beaucoup de data, plus un renseignement humain qu'on a été chercher en recrutant des sources de haut niveau, très sensibles. Et ça, c'est vraiment le cœur historique du métier des services de renseignement. Ce brassage de grandes données, de données massives, est un phénomène de la fin du XXe siècle. Jusqu'à la fin du XXe siècle, l'activité des services de renseignement était d'aller chercher du renseignement fermé, c'est-à-dire du renseignement qui était très souvent du renseignement humain. Donc il y a un déséquilibre aujourd'hui très assumé, mais le renseignement humain, pour les opérations les plus sensibles, pour les domaines les plus stratégiques, demeure absolument déterminant. Je précise d'ailleurs que vous êtes quand même professeur des universités, professeur de sciences politiques, notamment à Saint-Germain-en-Laye. Par rapport à ce que vous dites, avant qu'on bascule, j'ai une petite question sur où se situe la France dans le monde aujourd'hui des renseignements. Ce que vous dites me fait penser à ce texte que je trouve extraordinairement beau de Victor Hugo, qui s'appelle « Le mot ». En gros, Victor Hugo écrit, mais je vous laisse, vous pourrez aller vous le découvrir ou le redécouvrir, qui dit en gros que moi, si je donne un mot, ça y est, il court, il vole, il prend l'escalier, l'ascenseur, que sais-je encore, et puis il arrive chez vous, il ouvre la porte, il connaît le code, il vous le dit, et ce mot-là peut être destructeur, voire mortel. Dans le renseignement, il y a de cela. Quand vous dites aller chercher des sources, c'est s'assurer aussi, donc moi je vais vous donner un mot, s'assurer que mon mot à moi a une valeur, un sens, parce que sinon, effectivement, il peut être mortel, comme le dit Victor Hugo. Cette comparaison avec Victor Hugo est tout à fait adaptée. Je ne m'y attendais pas, elle est remarquable. Bravo pour la mémoire. En matière de renseignement, c'est exactement cela. C'est-à-dire que celui qui émet un mot avec un sens n'est pas assuré que celui qui le reçoit le comprend dans le même sens. C'est une grande problématique pour les services de renseignement. Et c'est pour ça qu'ils adoptent des techniques de traitement sémantique qui visent à essayer de neutraliser les affects, les préjugés de celui qui les reçoit, pour être bien certain que le réel que dit un mot, que la réalité décrite par un mot, est ce que l'auteur du mot a voulu dire. Et donc il y a d'ailleurs aujourd'hui des techniques de traitement sémantique qui essaient de neutraliser au maximum toute la subjectivité qu'il peut y avoir dans une parole. C'est un problème absolument crucial dans les sociétés humaines en général, et Victor Hugo a saisi au milieu du XIXe siècle formidablement cette dimension-là, et c'est un sujet central pour les organes de renseignement, c'est absolument certain. La fiabilité n'est pas toujours assurée là-dedans. Et une part de l'écart entre la réalité et ce que les services de renseignement en font réside dans le pouvoir des mots qui peut échapper à un certain moment. La France, comment, en termes de sécurité, puisque là on parle de renseignement, mais le renseignement c'est de sécuriser, la France elle se situe comment actuellement ? Alors, le rêve serait d'avoir un palmarès des services de renseignement. Oui, là, c'est compliqué. Non, malheureusement, il n'y en a pas. Tous les services disent qu'ils sont très bons. Et je ne doute pas que les services soient très bons. Là, la personne qui est à l'extérieur, de même que la personne qui est à l'intérieur d'un service, ce qui n'est donc pas mon cas, moi je suis à l'extérieur des services, est certainement la moins bien placée pour juger de cela. Alors, pour répondre sur la France, je vais faire un petit détour par un pays qu'on évoque souvent, qui est Israël. Parce qu'on ne cesse de reprendre le langage de l'État israélien qui est des services d'excellence. Des opérations menées, par exemple, en Iran, au Liban, sur le Hezbollah, l'histoire des téléphones portables des téléphones, etc. qui bipent et qui vont exploser dans la poche des... C'est une opération, du point de vue des intérêts de l'État d'Israël, qui est d'une grande efficacité, il n'y a aucun doute. Mais les services de renseignement israéliens ont connu aussi des erreurs
tragiques. L'offensive de 73 de la part de l'Égypte. Ils se sont trompés de cible en Norvège en éliminant un serveur innocent quand ils croyaient éliminer, donc tuer un des auteurs de la préparation des attentats de Munich. Ils se sont aussi trompés dans le Golfe lorsqu'ils ont cru assassiner des membres du Hamas il y a une quinzaine d'années. Donc ils se sont aussi souvent trompés. Et puis il ne faut pas oublier que le 7 octobre 2023, les femmes de l'armée israélienne qui étaient dans les tours avaient bien vu les préparatifs. Elles ont alerté avec un renseignement de très grande qualité, mais la décision ensuite n'a pas été la bonne. Et donc il y a aussi beaucoup de très grands succès dans le cas de cet État très particulier qu'est l'État israélien, mais aussi beaucoup de défaites. Alors, vous voyez que on a toujours une balance très forte entre succès et défaites. Ce qui est certain, pour vous répondre sur la France, parce que je ne veux pas du tout esquiver la question, Jérôme, je vais y répondre brièvement, c'est que ce que l'on sait, c'est que depuis une vingtaine d'années, la montée en gamme du renseignement français, et notamment de la DGSE, est telle que les partenaires, et notamment le grand partenaire, les États-Unis, l'ont reconnu. C'est-à-dire que le renseignement français, notamment la DGSE, pas seulement, la DGSI aussi, joue dans la cour des très grands et du plus grand en Occident que sont les États-Unis. La France est engagée dans des coopérations déjà très anciennes, y compris sur les aspects techniques. Et ce, malgré les dissentiments politiques qui ne remontent pas seulement à la situation actuelle. Donc la France joue assurément dans la cour des grands. Il faut quand même se rappeler que depuis 2015, la France a évité des dizaines d'attentats, c'est dit par les ministres et dit par les ministres devant la représentation parlementaire. Ils ne peuvent absolument pas mentir dans ces cas-là. Et c'est un sujet si grave qu'il n'est pas imaginable qu'ils mentent. Donc la France a éviter un très grand nombre d'attentats, et souvent d'attentats majeurs. Il y a une dizaine de jours, une cellule de femmes qui voulaient faire un attentat à l'explosif a été démantelée. Et donc, c'est une preuve d'efficacité, éviter des attentats. Et puis, il y a toutes les autres preuves d'efficacité que l'on ne voit pas. Et je citerai pour terminer la phrase d'un général, d'un colonel qui commandait les services spéciaux entre 1936, le Front populaire, et 1944, et qui disait les services de renseignement ne défilent pas sur l'Arc de Triomphe. Et c'est pour ça que l'on ne sait pas leur succès. Alors, vous me faites une passe décisive, presque, comme on dirait dans le rugby, qui est un de mes sports préférés. Est-ce que le renseignement n'est pas devenu trop médiatisé? On pense notamment à l'impact des révélations de Snowden, par exemple, mais pas que. Est-ce que ce n'est pas devenu trop médiatisé? Alors, de mon point de vue, qui suis un professeur d'université qui a besoin d'un matériau, ce n'est pas trop médiatisé. C'est-à-dire que, par exemple, pour nous, pour mon collègue Peter Jackson et moi-même, les révélations Snowden sont extraordinaires. C'est-à-dire que les données contenues dans les diaporamas que Snowden avait conservés, etc., notamment sur tous les aspects techniques, sont un matériau très, très précieux. Donc, je crois que de ce point de vue-là, pour ceux qui s'y intéressent, c'est précieux. Du point de vue du gouvernement des États-Unis, pas du tout. Et d'ailleurs, Snowden a été incriminé de tous les chefs d'accusation, toutes les incriminations pénales les pires de la loi américaine sur l'espionnage. Donc, le mal fait par Snowden aux intérêts américains est majeur. Alors ça, c'est pas tout à fait un cas de médiatisation parce que c'est une médiatisation non contrôlée. En revanche, les services, tous d'ailleurs, ont une politique de communication souvent très bien faite. On peut penser en France au Bureau des légendes, et l'ancien directeur de la DGSE, l'ambassadeur Bernard Rémier, a dit publiquement plusieurs fois qu'il y avait un effet Bureau des légendes et qui avait attiré des jeunes femmes, des jeunes hommes pour entrer à la DGSE de très très grande qualité. Donc, je pense que du point de vue de l'intérêt des services, la médiatisation contrôlée est très bénéfique. Et puis, Jérôme, il ne faut pas oublier qu'il y a un point très important, c'est qu'il faut défendre les budgets. Et pour défendre les budgets, il faut que les parlementaires les votent. Et pour que les parlementaires les votent, il faut qu'ils soient persuadés que le renseignement a des succès. Il y a nécessité, oui. Et donc, et en même temps, les patrons des services, les mêmes disent la société des data, les multiples applications sont une vraie entrave à notre travail dans la clandestinité. Et donc, la société ouverte, numérisée, fait du bien parce qu'elle permet de rendre public
pour les services, leur propre succès, elle leur fait du mal parce qu'elle gêne tous les patrons de services, on cite un certain nombre d'exemples, l'ont dit clairement, qu'aujourd'hui, il est difficile d'être clandestin, il est difficile de maintenir une identité fictive, et ça, c'est le cœur de l'activité des services, qui n'est pas historiquement de brasser de la data. Donc, la société d'aujourd'hui et les pratiques sociales, la façon de vivre aujourd'hui rend, et notamment dans les démocraties, rend les activités des services encore plus délicates qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc il y a, pour être clair, une bonne et une mauvaise médiatisation du point de vue des services, même si du point de vue de l'universitaire, il n'y a que de la bonne médiatisation qui permet de faire des livres. Qui permet de faire notamment ce livre, L'essor du renseignement moderne, une histoire mondiale de l'espionnage, aux éditions Nouveau Monde, avec la participation du ministère des Armées, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies, et honnêtement à mettre au pied du sapin. C'est un très beau cadeau parce que dedans vous y trouverez plein d'anecdotes mais surtout des histoires pour comprendre. Dernière chose avant de se quitter, Sébastien Yves Laurent, le cinéma. Le cinéma, alors est-ce que c'est un cliché du renseignement? J'ai en tête moi plusieurs films comme ça, mais j'ai celui qui me venait quand je lisais votre livre, L'affaire Farwell par exemple. Bon, c'est à la fois un film, mais c'est une histoire vraie du renseignement qui a fini par, donc c'était pendant la guerre froide, qui finit par être révélée par l'État français, bon, qui le met sur la table. Alors, le cinéma, il joue quel rôle dans les renseignements? Alors, le cinéma joue un rôle d'attracteur dans un premier temps. C'est-à-dire que plusieurs témoignages de gens des services disent que leur vocation est née en voyant des films, parfois en lisant de la littérature. Donc d'abord, c'est un fournisseur de vocation. Le renseignement bénéficie aussi, pour ceux qui n'ont pas la vocation, de l'image très positive que renvoient les films. Alors ça dépend lesquels. Mais en Grande-Bretagne, les services n'ont pas eu besoin de faire de communication puisqu'ils avaient depuis la fin des années 50 les James Bond. Et donc le gouvernement britannique, mettait à disposition quelques moyens, voilà. Mais après, la vision qui était donnée de l'Angleterre, de ce James Bond avec les canons de l'époque, James Bond est un macho, horriblement misogyne, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réviser l'image du James Bond. Mais pendant 50 ans, ça correspondait à des valeurs dominantes dans la société. Donc ça peut dégager des vocations, ça peut donner une image positive, mais il y a aussi tout un autre cinéma. Si on regarde, et je vais arriver à Farwell et à l'affaire Farwell, mais par exemple les films tirés des romans de John le Carré, oui. Eh bien l'image de l'espion, de l'agent, est un homme qui est frustré, ouais. Qui est souvent alcoolique. C'est un peu sombre, quoi. C'est très sombre. Il a des névroses majeures. C'est un homme qui souffre. Il traite de réalités très délicates. Il manipule les gens. C'est un homme froid et mécanique. Alors ça peut peut-être aussi attirer des gens, mais je pense que là, l'image qui est indiquée comme étant beaucoup plus réaliste peut, au contraire, être assez répulsive. C'est aussi une vision un peu noire. Et puis, il y a des tas d'autres produits, de produits culturels. Alors, il y a des comédies, OSS 117. Oui. Il y a Au service de la France, qui a une quinzaine d'années, qu'on peut voir parfois sur Arte, qui est très ironique. Il y a finalement tous les registres. Disons qu'il y a de la comédie d'espionnage jusqu'à la vision la plus réaliste de l'espionnage. Donc, le cinéma... il est en fait la projection des fantasmes des réalisateurs ou des auteurs sur ce qui est secret. Et ça, on arrive à un point que notre ouvrage essaie aussi de démythifier, puisque vous me posiez tout à l'heure la question sur les mythes. L'ouvrage vise aussi à montrer qu'il faut dépasser cette espèce d'écran, de fumée du mythe. Alors toute la littérature et les films entretiennent ce mythe. Et nous, on a voulu montrer dans cet ouvrage que l'on peut aujourd'hui étudier sur une perspective historique, mais aussi sur une perspective très récente, parce que nous couvrons pour l'essentiel, pour la moitié du livre, la période actuelle, eh bien on peut l'aborder en se défaisant de ces mythes, en faisant un peu dégonfler le fantasme. Et ça, c'est un point important. Et de ce point de vue, on lutte contre les images et les préjugés véhiculés par le cinéma. Mais nous avons fait là un travail un peu rationnel. On a tenté de le rendre le plus rationnel, un peu froid. On a fait un travail d'universitaire en s'appuyant sur de la documentation ouverte, sur des archives, pour dépasser tous les fantasmes du roman et de la littérature et du cinéma d'espionnage
qui nous permettent par ailleurs de passer des bons moments, hein, c'est certain. Oui. Mais c'est une réalité très fantasmée. Mais juste pour finir, l'affaire Farewell, elle, c'est un film qui est basé complètement et entièrement sur une réalité rendue publique par l'État. Oui, alors ça c'est un point très important parce qu'en plus c'est une affaire du plus haut niveau. Ça c'est du renseignement humain, l'affaire Farewell. Vous en parliez tout à l'heure Jérôme, et c'est le parfait exemple d'une histoire dans laquelle le renseignement humain a permis à François Mitterrand en 82-83, alors qu'il était dans une alliance politique compliquée avec des ministres communistes au gouvernement, cela a permis à François Mitterrand d'aller voir Ronald Reagan et de lui dire « Eh bien, vous voyez, je manifeste ma solidarité transatlantique en vous montrant l'ampleur de la pénétration des industries occidentales, dont des industries américaines, par le renseignement scientifique soviétique de l'époque. » Et c'est une histoire absolument invraisemblable. Je pense d'ailleurs qu'aucun romancier n'aurait pu imaginer quelque chose d'aussi invraisemblable, étant donné les risques pris à la fois par l'officier soviétique Vladimir Vetrov, lieutenant-colonel du KGB, qui a donc trahi son pays, pour livrer à la France ses renseignements du plus haut niveau. Et il faut aussi saluer le courage incroyable de l'attaché de défense français à Moscou et de son épouse, qui ont, au milieu des années 80, pris des risques absolument considérables pour rencontrer Vetrov et apporter à la France, et donc à la communauté internationale côté occidental, des renseignements du plus haut niveau. Le film est très intéressant. Le film prend en fait pas mal de liberté avec la réalité, tel que le colonel Ferrand, puisque c'est lui qui a donné son nom il y a une vingtaine d'années, le colonel français qui à Moscou traitait Vetrov. En fait, le film prend pas mal de liberté avec la réalité, mais ça reste un film très, très intéressant et très bien fait. Très bien fait, très intéressant, comme ce livre d'ailleurs, L'essor du renseignement moderne, une histoire mondiale de l'espionnage. C'est aux éditions Nouveau Monde avec la participation des ministères des Armées. C'est à retrouver dans toutes les bonnes librairies, sur les plateformes également sur lesquelles vous pouvez potentiellement acheter. Merci Sébastien-Yves Laurent, un des co-auteurs avec Peter Jackson, d'avoir été avec nous. Merci Jérôme. Encore une fois, c'est à destination de toutes celles et tous ceux qui peuvent être amoureux, passionnés par l'histoire, pour essayer de comprendre aussi les choses. Peut-être les étudiants, étudiantes également, parce que dedans, c'est un ouvrage qui est... Mais il y a plein d'histoires dans l'histoire. J'aime souvent à dire que dans le sport, et notamment là dans la sécurité, sur A News Sécurité, le média sur lequel nous nous retrouvons, que c'est la petite histoire qui permet la grande. Là, vous avez plein de petites histoires pour comprendre les grandes histoires de l'humanité. Merci encore une fois beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres éléments de compréhension sur A News Sécurité, un des 5 médias d'Agora Manager Group. À bientôt.